Salut Romuald. Salut Léonard. On va s'entretenir en 3 parties, en 3 vidéos au sujet de beaucoup de choses, au sujet de tout même, ou pas vraiment, car ça ce serait impossible, ce serait infini, mais on va parler du tout, ça c'est peut-être possible, ce tout qu'est l'univers, et tenter de comprendre sa nature, son fondement, son sens, peut-être sa direction, rien que ça. Un projet qui peut paraître délirant, follement ambitieux, prétentieux peut-être, mais l'on va philosopher prudemment. Et lorsqu'on ira, entre guillemets, trop loin, on l'avouera à l'auditeur, on ne prétendra rien. C'est la nuit à l'heure où l'on parle, et ça tombe bien, car tu vis beaucoup la nuit, Romuald, et c'est la nuit que l'on voit le mieux, comme le disait un certain Quentin Meillassoux. C'est la nuit que l'on voit les étoiles, que l'on voit très loin. Le jour, on ne voit que ce qui est proche de soi. On est aveuglé. Et on va voir loin ce soir, très, très loin, dans l'espace, dans le présent, dans le futur aussi peut-être, avec toutes les précautions nécessaires. Alors Romuald, je te présente très rapidement. Tu es professeur de philosophie, tu es aussi écrivain, tu as déjà publié un recueil de poésie, ce qui est peut-être étonnant pour un philosophe, mais pas tant que ça pour toi, tu vas nous en reparler peut-être. Ce recueil s'appelle Le sourire de l'absolu, et tu viens de publier le premier tome de ce que tu appelles le monde comme épopée et théogonie, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Et je tiens à avouer d'emblée qu'on se connaît, on a étudié ensemble, on se connaît bien. S'il y a des complotistes qui nous écoutent, ils ont raison, il y a bien un complot ce soir, ou au moins connivence, mais ça ne veut pas dire que je vais répondre oui d'accord à chacune de tes interventions. Ça va être un dialogue. Ça va être un dialogue, ce qui, en passant, distingue peut-être notre chaîne de beaucoup d'autres qui font simplement des exposés, très beaux parfois, hein, très pédagogiques, mais ce ne sont pas d'exposés que vit la philosophie et que vivent les idées en général, je crois, c'est du dialogue. Alors comment te présenter un tout petit peu plus, Romuald, avant de te laisser la parole, bien évidemment, c'est toi qui vas surtout parler aujourd'hui. Je dirais que te connaissant, tu fais partie des très rares philosophes qui ne font pas qu'enseigner ou étudier la philosophie ou l'écrire ou en discutent pour accompagner un dîner, mais qui vivent de philosophie au sens le plus fort du terme. Alors en disant ça, je te mets la pression, nos auditeurs s'attendent à écouter le nouveau Socrate, ce que tu n'es pas évidemment, mais je pense qu'ils vont sentir au moins que tu es travaillé par tes idées. Tu n'as pas des projets sur lesquels tu travailles, mais tu es travaillé par eux et ils te tiennent à cœur et je pense que les auditeurs le sentiront très rapidement. Et j'enchaîne, sauf si tu as quelque chose à ajouter sur cette très brève Non, c'est introduction très et bien, c'est présentation. très bien. Alors j'enchaîne avec une question assez simple finalement, enfin question introductive, basique. Quelle a été ta démarche pour écrire ce livre, Le monde comme épopée et comme théogonie, le tome 1 notamment? Alors, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Alors, la démarche, hein, pour répondre à cette première question, remonte à loin. Le questionnement philosophique m'est apparu, tu parlais de la nuit tout à l'heure, donc je vais rebondir directement sur cet élément. Effectivement, je vis beaucoup la nuit et par une belle soirée d'été, je devais être adolescent à cette époque-là, hein, en contemplant les étoiles, m'est venue la question, le questionnement philosophique et je dirais même métaphysique, hein, on va beaucoup parler de métaphysique dans ces vidéos, je me suis demandé pourquoi est-ce que tout cela existe. Hein, c'est une question célèbre en philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il aurait pu ne rien y avoir, le pur néant, mais il y a un monde, un univers qui se dresse devant nous dans toute son infinité, dans toute sa complexité, sa beauté aussi parfois dans ses aspects effroyables. Hein, et la question a germé en moi pour ne jamais me quitter. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors c'est la question du sens hein, qui m'a toujours animé, la question du sens du monde, la question du sens de nos existences, mais plus largement le sens de l'ensemble de tout cet univers, qui m'a poussé à entamer une quête philosophique, alors de manière universitaire, hein, de manière scolaire pourrait-on dire, mais aussi de manière personnelle, à travers de très nombreuses lectures, de très nombreuses études,
qui m'ont amené petit à petit à développer ce qu'on appellerait un système philosophique. Pour expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce qu'est un système philosophique, c'est une construction, une sorte de cathédrale de pensée qui tente bien de cerner le réel comme une totalité et d'expliquer l'ensemble de la réalité, l'ensemble du tout. Alors ça peut paraître un petit peu prétentieux, nous allons parler très prochainement de la science, puisqu'on pourrait se demander si ce n'est pas la science qui a cette vocation à expliquer la réalité de manière complète et exhaustive. Ouais, les Mais théories la du tout, science... excuse-moi, je t'ai coupé. Les Exactement. théories du tout en Stephen, physique, ouais. Stephen Hawking, physicien qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement parlait d'une théorie du tout qui avait pour but de relier les deux grandes théories en physique aujourd'hui que les physiciens aimeraient bien relier, à savoir la théorie de l'infiniment grand qui est la théorie de la relativité et la théorie de l'infiniment petit qui est la mécanique quantique. Le problème de ces théories du tout, eh bien, c'est qu'elles ne tiennent pas compte du tout dans sa totalité. Je m'explique. Ces théories-là vont nous expliquer le tout qu'est l'univers matériel. Mais qu'est-ce que ces théories peuvent nous dire de l'être humain, de la psychologie humaine, de la sociologie, de l'organisation des sociétés, de l'histoire de l'humanité, du sens de l'existence? Elles se cantonnent finalement à la dimension physique et il y a sans doute plus que ça dans l'univers. Le tout n'est pas simplement l'ensemble de l'univers physique matériel, étudié par la physique, la physis, auraient dit les Grecs au sens le plus large possible, mais il contient aussi les expériences subjectives, les expériences intersubjectives, sociales. Comment, eh bien, est-ce que les théories physiques pourraient rendre compte de ça? Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un paradigme matérialiste, réductionniste. Tout est réduit à la matière, au monde matériel, mais cela semble, en un certain sens, insuffisant pour rendre compte de l'existence. D'autant plus que la science propose, eh bien, de répondre à la question comment fonctionne le monde, mais jamais elle ne peut répondre à la question pourquoi. Pourquoi le monde existe? Alors pourquoi en un mot, le pourquoi, quelle est la cause? Le pourquoi en deux mots, La cause pourquoi? est quelle est, et le, voilà, tu allais en venir, excuse-moi. Je te Non, devance. Mais tu allais dire pourquoi en deux mots, quel est le but aussi. oui, bien sûr, Ouais. il y a aussi le La cause et le, pourquoi en deux mots, que c'est-à-dire, la cause finalement, ils s'interrogent, les physiciens, sur la bien sûr, cause, c'est la, surtout la cause motrice. Mais ouais, oui, mais pas la cause première. oui, oui, tout à fait. Alors, les physiciens s'interrogent sur la cause première, c'est la théorie du Big Bang, qui est une théorie très importante, et les physiciens peuvent même se demander, il y a des livres qui existent là-dessus, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? D'ailleurs, ils sont souvent interrogés là-dessus. Mais à cette question-là, les physiciens peuvent émettre des théories, mais quand ils font ça, ils font déjà de la métaphysique. On ne peut pas observer, en dessous de l'échelle de Planck, comme disent les physiciens, on ne peut pas observer, savoir de manière empirique, c'est impossible, c'est inobservable, ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant même que les lois de la physique, que l'espace et le temps se déploient, on ne peut faire que des conjectures qui sont déjà de la métaphysique. Donc le physicien doit s'arrêter au Big Bang. Le métaphysicien va remonter en deçà du Big Bang pour chercher peut-être une cause qui précède, puisque la métaphysique, en premier lieu, c'est la recherche de la cause première. Alors, l'histoire de la métaphysique, c'est essentiellement Dieu qui va être donné comme cause première. On reviendra sur la question de Dieu. Aujourd'hui, on dit, bon, la cause première, c'est le Big Bang, mais quand on nous parle du Big Bang, on a envie de demander, oui, mais quelle est la cause du Big Bang? C'est le fameux problème de la régression à l'infini. On demande toujours une cause à la cause. Donc, quelle va être la cause première? Ça, c'est un questionnement. Le premier grand questionnement métaphysique, c'est quelle est la cause première? Alors, je n'y réponds pas pour l'instant, parce que là, nous ne faisons que présenter la démarche. Et la seconde cause, eh bien, ça va être la cause finale, c'est-à-dire pourquoi, en deux mots, dans quel but l'univers existe? A-t-il déjà un but? A-t-il une finalité? A-t-il un télos, on dirait en grec ancien? Donc la métaphysique va se positionner sur ces deux questions, la cause première, la cause finale. Ce que ne fait pas la physique, outre la parenthèse que tu as justement évoquée du Big Bang, mais la physique ne peut pas se positionner de manière ultime sur ces questions-là. Et la cause finale, d'ailleurs, toute la science moderne, à partir de Bacon notamment, est fondée sur le rejet des causes finales. C'est-à-dire, si on veut faire de la science, il faut partir du principe que les choses n'ont pas de but. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de téléologie, comme on dit en philosophie, dans le monde, dans la nature.
La nature ne vise pas l'engendrement de l'être humain, la nature ne vise pas, vous savez, l'idée de la téléologie, c'est pourquoi est-ce qu'il pleut? Pour que les êtres vivants puissent s'abreuver. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas faire de la science aujourd'hui, en tout cas dans la manière, dans le paradigme actuel, en essayant d'invoquer des causes finales. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Et moi, mon questionnement, eh bien, ça a toujours été de trouver quelle était la cause première, quelle était la cause finale. Parce que je pars du principe que l'univers a un sens, il a un but, et on doit essayer de mettre en avant quel est ce but. Alors, l'idée n'est pas de dire que la science, il faut être très clair sur le rapport à la science quand on est philosophe, le philosophe ne doit pas se poser en ennemi de la science, en adversaire. C'est-à-dire que pour produire une explication globale du réel, comme j'essaie de le faire, il faut tenir compte de la science, des théories scientifiques actuelles. Or, peut-être que les théories scientifiques actuelles, un jour, seront remises en cause. La science fonctionne de cette manière-là. Les théories actuelles sont un jour obsolètes, de nouvelles observations viennent les anéantir ou du moins les relativiser. Donc, certes, les théories scientifiques actuelles seront peut-être un jour remises en cause. Néanmoins, le philosophe, si ce qu'il dit a un sens, eh bien, il ne doit pas se mettre en porte-à-faux avec la science. Une explication du monde qui ne tiendrait pas compte de ce que dit la science, eh bien, c'est une explication irrecevable. Donc, on doit être en accord avec la science, mais on doit aller plus loin, parce que la science ne donne pas de sens. C'est pour ça que la métaphysique, c'est quelque chose qui va littéralement au-delà de la physique, mais qui ne s'oppose pas, qui ne contredit pas les modèles et les théories physiques actuelles. Je prends le temps de faire cette précision parce que nous sommes à une époque où la science est malmenée par. Alors il y a le courant spirituel du New Age de nos jours. Vous avez beaucoup de personnes sur Internet. Le New Age, c'est les formes de spiritualité moderne dans lesquelles vous avez souvent des individus, des sortes de gourous, il faut le dire. Il y en a beaucoup sur Internet qui vont instrumentaliser la science. Ils vont l'instrumentaliser en faisant dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Alors, je donne un exemple très simple. La mécanique quantique a perturbé beaucoup de monde. Elle a perturbé les scientifiques en premier lieu parce que elle met en avant des choses qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Eh bien, sans entrer dans les détails, sans même citer un seul élément de la mécanique quantique, sachez juste que certains se sont emparés de la mécanique quantique pour lui faire dire, par exemple, que la conscience de l'homme crée l'univers. Certains disent la physique quantique a prouvé que la conscience humaine crée l'univers. C'est totalement faux. Donc, il faut se méfier des instrumentalisations de la science qui sont faites aujourd'hui par certains, n'ayons pas peur du mot, certains charlatans sur Internet. Il faut avoir vraiment cette méfiance. Et moi, mon travail n'a jamais été d'instrumentaliser la science. Je ne fais pas dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Et je distingue physique et métaphysique. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et d'ailleurs, je n'ai pas de compétences universitaires en physique. Donc, quand je parle de la physique, je parle en profane. Je m'appuie sur les travaux de certains scientifiques, travaux même souvent vulgarisés. Donc, moi, mon travail, mon expertise, elle est métaphysique et en aucun cas, je ne veux empiéter sur le travail de la science. Donc, voilà, on a un premier aspect. Est-ce que tu aurais ici une question qui permettrait d'orienter les choses de manière claire? Alors oui, j'ai deux questions que je vais te poser successivement peut-être. Alors d'abord la première concernant les causes finales, la réflexion sur la cause finale qu'exclut effectivement la science moderne et le fait que la science moderne généralement refuse de parler d'un monde immatériel, spirituel, métaphysique. Et tout cela, tu sembles considérer que c'est une limite, une faiblesse de la science, mais peut-être ai-je mal compris. Mais ma question c'est, est-ce que ce n'est pas pour la science une fausse question, un faux problème? As-tu, autrement dit, des bonnes raisons de dire que la cause finale, il faut s'en soucier et qu'il existe un monde supramatériel? Peux-tu peut-être préciser ton oui, rapport à bien la sûr. science? Bien sûr. Alors, c'est une question très pertinente. Est-ce que c'est une limite, une faiblesse de la science? Je suis pas sûr qu'on puisse parler de limite, parce que la science n'a jamais prétendu être plus que ce qu'elle est. Et des fois, vous avez des individus qui vont être un petit peu scientistes et qui vont aller plus loin que la science elle-même. La science n'a jamais prétendu donner une explication totale du monde.
elle a toujours prétendu rendre compte des apparences. Hein. La science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose un modèle mathématique, une mathématisation du réel. Elle va chercher des rapports constants entre des phénomènes, hein, les fameuses lois de la nature, et elle va proposer des théories qui permettent de rendre compte des observations empiriques et qui vont permettre des prédictions, des applications techniques, hein, ça serait l'aspect pragmatique de la science, mais la science n'a jamais prétendu faire plus que ça. Hein. Vous avez tout un courant en épistémologie, la philosophie des sciences, qui dit la science n'a jamais eu pour but d'expliquer le réel de manière ultime. Donc ici, la science n'est pas limitée de ce point de vue-là. Hein. J'ai un respect total pour la science dans mon système philosophique. Seulement le problème, pourquoi c'est important de prendre en considération les causes finales? Là, c'est une question plus pragmatique et existentielle plutôt qu'une question qui va concerner la connaissance. L'homme a besoin de causes finales. L'homme a besoin de donner sens à son existence. Et là où la science arrive à son point, là où on pourrait le dire, de limite, eh bien, c'est qu'elle ne permet pas de donner à l'homme du sens à son existence. Et donc, les causes finales, la métaphysique, vont nous permettre de répondre à ce besoin humain fondamental qui est le sens. D'accord, je vois. Et lorsque tu abordes la question du sens, tu te rapproches de la religion. Donc c'était ma deuxième question. Tu te rapproches de la religion. Lorsque tu parles de cette question, hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc la question de Leibniz, mais que d'autres se sont posés avant lui avec d'autres termes. Tu te rapproches des thématiques religieuses. Alors qu'est-ce qui distingue ta démarche philosophique, a priori, de la démarche religieuse? Alors merci effectivement d'évoquer la religion parce que c'est un point très important dans ma pensée. La religion, effectivement, c'est ce qui a servi à donner du sens aux hommes dans les époques précédentes, mais encore aujourd'hui, bien sûr. Et là où il va y avoir une différence fondamentale entre la religion et la philosophie, la métaphysique, c'est que bien souvent les religions vont être fondées sans forcément avoir de construction rationnelle. Hein, une religion, ce sont des dogmes qui sont donnés, qui sont imposés à travers une révélation bien souvent qu'on peut trouver dans des livres saints, la Bible, les Védas, le Coran, sans qu'il y ait d'élaboration rationnelle. Pour le dire simplement, dans une religion, on peut avoir des idées qui sont contradictoires. On peut avoir des idées qui ne respectent pas les données empiriques que l'on peut observer par nos sens. Hein, donc, je disais justement que ma théorie ne contredit pas la religion, ne contredit pas, pardon, la science. Les religions contredisent les sciences. Et c'est pour ça qu'il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, une lutte entre science et religion. Donc, ce qui me différencierait de la religion, c'est justement ce respect des théories scientifiques, le fait que je ne me base pas sur un dogme. Mais ça n'empêche qu'il y a des éléments religieux dans ma conception du monde, puisqu'il y a certains éléments qui vont être basés sur une forme de foi. Je ne prétends pas faire de la science, je ne prétends pas non plus tenir un discours philosophique jusqu'au bout. Oui, alors j'enchaîne assez naturellement sur ce terme qui te tient à cœur, qui est le terme de métapoésie, qui selon toi donc qualifie ta démarche. Peux-tu nous expliquer ce que cela signifie, peut-être en insistant sur un autre rapport, non pas le rapport entre philosophie et science, philosophie et religion, mais le rapport entre philosophie et art? Oui, effectivement, la métapoésie, c'est une nouvelle discipline, pourrait-on dire, une nouvelle démarche dans l'explication globale du réel. Parce que précédemment, je disais que ma démarche n'était pas philosophique jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la philosophie, en termes de quête de la vérité, menait à une certaine forme de scepticisme. Quand on fait de la philosophie, on étudie un certain nombre de théories, un certain nombre de pensées qui finalement se basent sur des postulats indémontrables. Différents systèmes philosophiques, différentes métaphysiques vont partir de différents postulats qui ne peuvent pas être démontrés. Et finalement, le philosophe Hume disait la philosophie est une affaire de goût. On en arrive à se dire qu'effectivement,
adhérer à telle ou telle philosophie. Je suis hegelien, je suis spinoziste, je suis bergsonien. Eh bien, ça ne provient pas tant d'une élaboration rationnelle que d'un goût particulier. Et donc la philosophie en tant que telle, la quête de la raison, parce que la philosophie c'est le travail de la raison, mène à un je ne sais pas. Qu'est-ce que le monde? Comment peut-on expliquer le monde? Eh bien finalement, on ne sait pas. Ayant pris conscience de cela, je me suis dit que peut-être il fallait viser une autre valeur que la vérité, la vérité absolue qu'on ne pourra jamais détenir. On l'a dit précédemment, la science va donner un certain nombre de vérités, vérités qui vont permettre de faire des prévisions, des applications techniques, je l'ai dit précédemment, mais qui ne donneront pas de sens. Et quand on se met sur le terrain du sens, que ce soit avec la religion, la philosophie, eh bien, on ne peut pas avoir de preuves de certitude absolue. Je me suis dit alors que l'autre valeur qui pouvait être intéressante, c'était la beauté. Donc finalement, ma proposition de système philosophique vise une certaine beauté. Elle ne s'impose pas comme étant une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais je prétends mettre en œuvre une pensée qui peut être utile en donnant sens à nos vies, en donnant sens à notre civilisation, en donnant un projet à notre civilisation, et qui peut avoir une certaine beauté. Donc ce qui la rapproche de l'art, pour finir la réponse à la question, alors que la religion et la philosophie imposent des vérités, je ne fais que proposer une façon de penser. Je ne l'impose pas comme étant une vérité exclusive des autres. Alors, très intéressant, et c'était dur pour moi de ne pas penser à un philosophe en t'écoutant, puisque lorsque tu t'interroges sur la pertinence en tant que philosophe de chercher la vérité, lorsque tu te demandes finalement ce qu'est la valeur de la vérité, difficile de ne pas penser à Nietzsche. Et je pense d'autant plus à Nietzsche qu'il me vient à l'esprit un fragment posthume assez peu connu de Nietzsche qui est le suivant, qui nous parle de l'éternel retour. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer exactement ce qu'est l'éternel retour selon Nietzsche, mais enfin, très très rapidement, c'est l'idée que l'univers, son intégralité, l'intégralité des événements qui constituent notre univers vont se répéter une fois, deux fois, trois fois, une infinité de fois, et se sont peut-être déjà répétés une fois, deux fois, trois fois, une infinité de fois. Et Nietzsche est absolument conscient, lorsqu'il parle de cela, qu'il s'agit d'une hypothèse, qu'il outrepasse d'une certaine manière les critères de la rationalité, mais deux choses, et qui sont deux points communs, il me semble, avec ta démarche. Premièrement, Nietzsche tient à vérifier que son hypothèse ne peut pas être contredite par la science, qu'il connaît à son époque. Donc, il ne dit pas que son hypothèse est confirmée scientifiquement, mais il vérifie qu'elle n'est pas déjà réfutée et déjà réfutable scientifiquement. Ça l'intéresse, pour ne pas contredire la science. Et deuxième point commun, je pense, il me semble, entre Nietzsche et toi, Nietzsche nous dit, mais moi, ce qui m'intéresse de toute manière dans cette hypothèse, c'est de voir ce qu'elle fait dans nos vies, ce qu'elle nous apporte dans nos vies. Et donc, j'en viens enfin à ce fragment posthume très rapidement. Je vais te laisser la parole. Ah non, mais tu as raison, parce qu'on est en plein dedans, donc tu as raison. Et dans ce fragment posthume, donc très peu connu de Nietzsche, Nietzsche écrit d'ailleurs, regardez quel effet sur la vie de tant de gens a eu l'hypothèse de l'enfer. L'hypothèse, alors il utilise d'autres termes, l'hypothèse de la damnation éternelle. Effectivement, enfin, ça structure encore aujourd'hui des civilisations entières. Donc, lorsqu'on veut, pour citer Marx maintenant, une citation très célèbre, lorsqu'on veut non pas simplement interpréter le monde, mais le changer, le transformer, avoir recours à des hypothèses qui, j'espère, ne contredisent pas la science, c'est loin d'être absurde. C'est loin d'être absurde, puisqu'une hypothèse peut suffire à orienter, à réorienter des civilisations, des existences, et c'est peut-être ça le plus important en philosophie. Ouais. Est-ce que j'ai à peu près compris? Ah, bien sûr, et tu as tout à fait
raison d'évoquer Nietzsche, hein, parce que j'ai une forte inspiration nietzschéenne. Alors, il y a tout un ensemble de philosophies hein, qui pourraient être liées à la métapoésie. On pourrait penser aussi au pragmatisme de William James. Mais pour rester seulement sur Nietzsche, effectivement, mon système est une hypothèse. Je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de preuves qui permettent de prouver ce système de manière absolue. Ce n'est qu'une hypothèse qui est, et je mettrai 3 mots pour la qualifier, probable, utile et belle. Moi, je l'espère, hein, puisque les critères esthétiques hein, peuvent varier d'un individu à l'autre. Mais c'est effectivement une hypothèse probable qui ne contredit pas la science. Elle est en accord avec toutes les théories scientifiques. Dans mon premier tome du Monde comme épopée et comme théogonie, hein, je suis en accord avec la théorie de la relativité, la théorie du Big Bang, la mécanique quantique, la théorie de l'évolution darwinienne. Et c'est pour ça que pour moi, les religions monothéistes eh bien, sont des hypothèses problématiques parce qu'elles ne sont pas en accord, ça je l'ai dit précédemment, avec les sciences, et parce que, comme tu l'as bien mentionné, d'un point de vue pragmatique, elles posent souvent problème. Donc oui, il y a aussi chez Nietzsche le concept d'illusion vitale qui apparaît à certains endroits, à savoir que l'homme, pour vivre, a besoin d'illusions. Mais il y a des illusions qui tuent la vie, qui sont nihilistes, hein, qui rabaissent l'homme, comme les religions, hein, le montre très bien Nietzsche. Hein. Et vous avez d'autres illusions qui vont exalter la vie, la rendre plus puissante, lui permettre de s'affirmer. Eh bien, j'espère que mon système est une pensée qui, tel l'éternel retour de Nietzsche, va permettre d'exalter la vie, de faire en sorte que les individus soient poussés à aller au maximum de leur potentiel hein, et de se réaliser dans l'existence. Donc, le but de mon système, eh bien, c'est de donner sens à l'existence par une hypothèse probable et qui apporte aussi une certaine beauté, hein, qui donne un caractère poétique à la vie. Hein. C'est pour ça que je parle de métapoésie. Hein. La notion d'art, tout comme chez Nietzsche, hein, est très importante. Donc, d'un point de vue de la théorie de la connaissance, je suis très proche de Nietzsche, c'est-à-dire il y a un ensemble de perspectives. Hein. Il n'y a pas une vérité, mais il y a des perspectives que l'on a sur le réel. Le réel lui-même est un ensemble de perspectives. Hein, et il s'agit de trouver et de défendre des perspectives qui permettent d'affirmer la vie. Et j'espère que mon système eh bien, est l'une de ces perspectives. Mais parler de vérité absolue comme d'une conformité au réel me semble excessif, puisque dans les domaines, encore une fois, de la métaphysique, on ne peut pas avoir de certitude absolue. Eh bien, venons-en à la question centrale. Quel est le sens du tout, selon toi? Euh, Rien que ça. Eh bien, oui, eh bien, c'est la question de toute façon, et nous sommes là pour répondre à cette question en y allant petit à petit. Il faut partir du titre hein, de mon ouvrage. Hein, le titre dit tout, même s'il est un petit peu obscur. Le monde comme épopée et comme théogonie. Alors, c'est une référence, hein, s'il y a des connaisseurs de philosophie qui nous écoutent, hein, c'est bien sûr un clin d'œil au monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Pourquoi? Parce que Schopenhauer, dans ce livre-là, un livre de 1400 et quelques pages, produit lui aussi un système, une explication globale du réel. Et je me suis dit, bon, ça serait intéressant de faire ce clin d'œil. Hein. Donc moi, je vais le faire en 3 tomes. Le premier fait 400 pages, mais on sera dans les plus de 1000 pages aussi hein, à travers ces 3 tomes pour expliquer l'intégralité du réel. Alors, le monde comme épopée, ça veut dire que le monde, c'est l'univers. Hein, entendez l'univers avec l'homme dedans. C'est une aventure, c'est un processus, c'est une évolution. Hein, il y a une histoire de l'univers, il y a une évolution de l'univers, vers quoi on va le dire, hein, mais il y a un processus qui est à l'œuvre à travers l'univers. Il faut prendre conscience du fait que l'homme n'est pas distinct de l'univers. L'homme n'est pas, comme le disait Spinoza, un empire dans un empire. L'homme obéit aux mêmes lois que l'univers. Et l'évolution de l'univers va se prolonger dans l'évolution des êtres vivants, qui elle-même va se prolonger dans l'évolution de l'humanité. L'homme tel qu'il est actuellement, tel qu'il évolue actuellement, il est le sommet de l'univers, en tout cas dans l'univers connu. Hein. Peut-être qu'il y a des formes de vie intelligentes ailleurs dans l'univers, hein. Mais dans l'univers connu, l'homme est actuellement le sommet de l'évolution et c'est lui qui porte le flambeau de l'évolution de l'univers. Alors maintenant, on pourrait se demander vers quoi évolue l'univers. Un premier aspect qu'on pourrait mettre en avant, c'est que l'univers évolue vers la complexité. Il va évoluer à partir d'éléments très simples, hein, des particules élémentaires, hein, vers des éléments matériels, hein, s'il y a bien quelque chose de matériel qui est central, qui sont de plus en plus complexes.
Hein, les atomes vont s'associer, former des molécules. Certaines molécules très complexes vont former de l'ADN. Donc, on va rentrer dans le domaine du vivant. Et puis, le vivant va évoluer vers des formes de cerveau de plus en plus complexes, ce qui aboutira à l'apparition de la conscience humaine. Alors, question qui me semble nécessaire, comment prouves-tu cela? Je pense notamment à l'idée que l'évolution des espèces irait vers plus de complexité. Ce n'est pas ce que pensent la plupart des biologistes, hein. Darwin lui-même évoquait une évolution aveugle, sans véritable orientation, encore moins de volonté, puisqu'il y aurait derrière tout cela notamment des mutations aléatoires, Ouais. mutations génétiques aléatoires. Alors, quel est ton argument ici? Alors ici, effectivement, il faut bien comprendre que l'évolution du vivant, hein, si on prend le vivant, mais ça s'applique à toutes les échelles dans l'univers, hein, elle n'est pas prédéterminée. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan, tout est déjà écrit à l'avance. Du singe va apparaître l'homme, de la première particule élémentaire va apparaître un être plus complexe qui aura telle caractéristique. L'évolution n'est pas écrite à l'avance. C'est pas, certains de nos jours parlent d'un dessin intelligent. Hein, vous voyez, il y aurait une évolution du vivant. C'est la manière de faire réintervenir Dieu de nos jours, hein, sans être créationniste, hein, sans penser que Dieu a créé la Terre en 7 jours. On va invoquer un dessein intelligent. C'est-à-dire, il y aurait derrière l'évolution une sorte de Dieu qui va décider tout ce qui se produit et tout va se produire selon son plan, hein, une évolution en ligne droite comme ça qui mènerait vers l'homme. En réalité, le hasard existe. Le hasard existe. La force qui fait évoluer l'univers, on aura sans doute à préciser qu'est-ce que c'est après, mais en tout cas, la force de vie, la force qui anime l'univers, ne suit pas un plan très déterminé parce qu'elle est obligée de composer avec des éléments comme le hasard, la résistance de la matière. Donc, il n'y a pas une évolution qui se fait en ligne droite. Hein, il peut y avoir des régressions, il peut y avoir des stagnations. Donc, la vie est une évolution. Il y a manifestement une tendance vers quelque chose de supérieur, une tendance vers l'apparition d'êtres de plus en plus développés, notamment au niveau cérébral, donc d'êtres qui pourront développer une conscience, mais ça ne marche pas en ligne droite, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. À nouveau, s'il y a des connaisseurs de philosophie, hein, ça rejoindrait la conception de Bergson dans l'évolution créatrice, c'est-à-dire non pas simplement le hasard, mais pas non plus un plan prédéterminé, hein, que la vie suivrait. Donc, je ne conteste pas les mutations génétiques. Hein, il y a des mutations génétiques aléatoires, mais il y a une poussée qui, au sein du vivant, tente d'orienter l'évolution vers la plus grande complexité, même si le milieu va s'y opposer, l'environnement va être hostile. Hein, c'est ça que j'appelais une résistance de la matière. Mais pourquoi je dis ça? Parce que la probabilité de faire apparaître des êtres conscients étant tellement faible, eh bien, je pense que ce n'est pas improbable, c'est à nouveau une hypothèse qui ne contredit pas les données scientifiques, c'est une hypothèse qui semble pertinente d'invoquer un principe qui anime la marche du vivant. Un certain parlait de principe anthropique, hein, l'idée que l'univers lui-même tendrait vers l'apparition d'êtres conscients, ce qui expliquerait les réglages très fins, les réglages des constantes cosmologiques dans l'univers, hein, très fins qui permettent l'apparition d'êtres vivants. Voilà en quelques mots, hein, la réponse que je pourrais donner à ce point-là. Bon, j'aurais 2-3 questions supplémentaires à te poser, mais on va essayer de faire synthétique. Simplement, ce que je vais dire, c'est que au moins ta théorie a le mérite d'être réfutable. En cela aussi, elle ne s'oppose pas à la science telle que la théorise Karl Popper, puisque si dans les décennies à venir, on observe non pas simplement une exoplanète, mais des milliers d'exoplanètes qui abritent la vie, sans que cette vie ait mené aucune fois Oui. à la complexité, à la conscience, ça voudra dire que finalement, la conscience humaine et ce que tu appelles des êtres vivants complexes sur Terre relèvent de l'improbable. Donc, au Oui. moins, on verra. Attendons de voir les Oui, oui. observations futures. Oui, 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 bien sûr. Ben, et justement, je pense, enfin, mon système mène vers une prédiction qui, du coup, est réfutable, selon laquelle il devrait y avoir de la vie quelque part. Bon, après, l'univers est tellement vaste, hein, mais en théorie, si l'univers tend vers l'apparition d'êtres conscients, oui, il devrait y avoir sans doute d'autres êtres conscients présents dans l'univers. Donc, ça donne un point sur lequel le système est testable.
Et ça montre que, encore une fois, un système qui est en accord total avec la science est un système qui va devoir se remettre en question et se réadapter. Parce que si demain, on réfute par exemple la théorie du Big Bang, on se rend compte, bah non, c'était pas ça, on y a cru, mais les observations comme celles du fond diffus cosmologique qui permettent d'attester du Big Bang ne mènent pas finalement à cette explosion primordiale, eh bien mon système lui-même devra évoluer et se remettre en cause avec la science. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez maintenant certains scientifiques qui commencent à aller vers l'idée du fait qu'il y a une force qui va dans l'univers vers plus de complexité. On appelle ça la négantropie, par opposition à la seconde loi de la thermodynamique qui est l'entropie, qui dit en quelque sorte que un système physique, alors c'est très précis, hein, c'est un système physique fermé, mais si on simplifie, hein, la loi de l'entropie dit que les systèmes physiques tendent vers le désordre, hein, c'est une sorte de tendance au chaos. Eh bien, certains répondent qu'il y aurait aussi à l'opposé une tendance vers la complexité dans l'univers hein, qui serait à l'œuvre. Donc tendance vers la complexité, moi je franchis un cap supplémentaire en disant que l'univers monte vers la complexité, mais il monte aussi vers la conscience, vers l'esprit. Hein, puisque on voit que le terme de l'évolution, la chose la plus complexe que l'évolution matérielle ait produite, c'est le cerveau avec un cortex orbitofrontal très complexe, comme celui de l'Homo sapiens, c'est le summum de l'évolution, de la complexité. Et on voit que ce summum de l'évolution de la complexité donne la conscience. De ce point de vue-là, on peut à nouveau émettre l'hypothèse, hein, toujours l'hypothèse, que l'univers tend vers l'apparition de la conscience, de l'esprit, et que c'est ça, en fait, qui est à l'œuvre dans l'évolution cosmique et humaine, l'émergence de l'esprit. Hein, donc là, on commence à rentrer au cœur de ce que j'appelle la théogonie. Très bien. Et j'allais ajouter que ce dont on est a priori sûr en biologie, c'est que la vie tend vers toujours plus de diversité. Hein. C'est une Oui, tendance oui, oui, de la nature que de se diversifier du fait même de ces mutations génétiques aléatoires. oui, Or, oui. plus il y a une vie diversifiée, plus il devient probable qu'il y ait au moins quelques espèces que tu appelles complexes. Oui, Donc ça au moins, ça semble marcher dès aujourd'hui. oui, oui, Enfin, tout à je fait. suis pas obligé d'en parler, mais Mais en fait, la vie n'ayant pas de plan déterminé et devant se développer face à des éléments hostiles hein, comme l'environnement, est obligée de tenter une multitude de voies pour développer la complexité. Donc elle va se diversifier et la plupart des voies vont mener à des impasses évolutives. Alors ça ne veut pas dire que les êtres vivants n'ont pas de valeur, hein, les êtres vivants qui n'ont pas développé la conscience, mais il y a eu un grand nombre d'impasses évolutives. Et finalement, c'est sur la ligne des mammifères hein, que l'évolution a pu réussir à atteindre son but qui était visé, c'est-à-dire l'apparition de la conscience. Hein, donc les mammifères et plus précisément après les singes, les grands singes et l'Homo sapiens. Donc c'est ça hein, vraiment qui a c'est l'évolution vers la complexité, vers l'esprit et on pourrait aussi dire vers l'unification. Hein, puisqu'on remarque que qu'est-ce que c'est la complexité un être est complexe quand il unifie en lui des êtres de nature inférieure. Hein, par exemple, inférieure du point de vue d'une sorte de hiérarchie ontologique, pas du point de vue d'une valeur axiologique. Vous avez par exemple l'atome qui unifie en lui un certain nombre de particules élémentaires, bon, les protons, les neutrons, les électrons. L'atome forme une unité complexe. Et on va franchir encore un seuil dans la complexité quand des atomes vont former une molécule. Puis des molécules vont former la base du vivant qu'est la cellule. Certains types hein, de molécules, de macromolécules, hein, pas toutes les molécules, évidemment. Et donc la complexité est une montée vers l'unité. Hein, l'univers est en voie d'unification, en voie de convergence vers quelque chose. Puisqu'on remarque hein, que cette loi, après, est présente chez l'homme lui-même. Hein, les hommes sont aussi animés par une recherche d'unité. Hein, les êtres humains vont essayer de s'unir les uns aux autres dans des sociétés, dans des civilisations, donc on a un univers qui est comme une convergence vers la complexité, retenez ces trois mots, la complexité, la conscience et l'unité, l'unification. Hein, ça serait ça le schéma d'évolution qu'on peut mettre en avant, qui est là depuis le Big Bang et qui est encore à l'œuvre actuellement hein, chez les hommes qui cherchent à s'élever vers plus de conscience, vers des structures plus complexes et plus d'unité entre eux. donc plus de conscience, plus de complexité, plus d'unité, ce serait cela la direction du tout selon Oui, toi. Et en oui, oui. quoi cela est-il censé
nous rassurer, nous aider à vivre aussi, hein. C'est l'aspect Ouais, religieux, ou moral, je ne sais pas trop bien comment sûr. dire, de ton système. Tu parles dans ton livre de béatitude. Alors, quelle est la transition de la complexité, l'unité à, etc., à la béatitude, Oui, oui, oui. ou au Il y a, bonheur d'ailleurs. Oui, 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 bien sûr. Béatitude, c'est un terme qui a une certaine connotation mystique. Nous, j'apprécie beaucoup ce terme, mais l'auditeur le trouvera peut-être un peu trop mystique, hein. On peut partir simplement du constat, hein, que l'homme, alors ça c'est dit depuis l'Antiquité avec Aristote, hein, le bonheur est le souverain bien. C'est ce que je dis en tout début d'année à mes élèves de terminale, hein, en tant que professeur. L'homme, voilà, vise le bonheur, vise la satisfaction globale, totale, que moi j'appelle béatitude, hein. La béatitude, c'est la satisfaction ultime, hein, que peut atteindre l'être humain. Comment on met tout ça en lien avec la métaphysique que j'ai présentée avant? Je me suis dit que pour comprendre le tout, il fallait le comprendre par analogie avec nous-mêmes. Hein, nous sommes un microcosme. Nous sommes le tout en petit. Et le tout doit être fondé sur des principes qui sont similaires à nous. Partant de ce postulat, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui anime l'homme vraiment fondamentalement? Ce qui anime l'homme fondamentalement, c'est une sorte de tendance, de pulsion de vie, pourrait-on dire, qui vise certes la survie, mais qui vise la satisfaction et le bonheur. Et l'univers lui-même, partant de cette analogie entre le tout et la partie étant nous-mêmes, l'univers lui-même est animé manifestement d'une pulsion de vie, d'une tendance à la vie qui vise la béatitude, la satisfaction. Alors là, on pourrait dire, mais attendez, l'univers cherche à être heureux. C'est un petit peu bizarre. Mais oui, l'univers cherche à être heureux. Alors c'est l'univers n'est pas, faut pas être trop anthropomorphique. Hein, c'est pas une personne, voilà, qui se réveille le matin, se dit je veux être heureux. C'est une tendance. C'est une tendance à la satisfaction, à l'équilibre, à la sérénité, pourrait-on dire aussi. Et oui, quand l'homme est heureux, c'est l'univers qui à travers lui est heureux, qui est heureux. Quand vous contemplez un beau paysage, c'est l'univers qui, à travers vous, se réjouit de sa propre beauté. Donc, il y a effectivement une tendance dans l'univers que moi j'appelle la pulsion de vie, hein, qui va viser la satisfaction à travers effectivement cette montée vers la conscience, la complexité, l'unité. Si vous voulez, c'est là que l'univers est une sorte d'épopée théogonique. On va revenir sur le mot théogonie sans doute dans la prochaine vidéo, hein, qu'on abordera la question de Dieu. Hein. Mais l'univers va évoluer vers le bonheur. Et en quoi c'est utile pour nous? Eh bien, ça peut donner une direction, ça peut donner un sens, ça peut donner une boussole de se dire, déjà de comprendre vers quoi va l'univers et vers quoi vont nos vies. Hein, ça donne une boussole, on sait vers quoi se diriger, même s'il y a des aspects pragmatiques encore plus précis, hein, qu'on pourra donner ultérieurement. Intéressant. Alors, tu as parlé de ce danger de l'anthropomorphisme. C'est ici qu'il Oui, faudrait peut-être préciser quelque chose. Tu ne crois pas que l'univers est en train de s'humaniser, puisque, si je ne m'abuse, oui, tu paries, tu mises sur le fait que la conscience est un phénomène qui dépasse l'humanité et qu'il y a très probablement d'autres civilisations en ce moment qui font l'expérience de la conscience. Et oui, donc l'univers n'est pas en train, nous ne sommes pas le centre de l'univers n'est pas en train de devenir comme nous, et ce n'est pas ça le but. C'est-à-dire oui, l'humanité oui, d'ailleurs pourrait très bien disparaître dans ton exactement. système, ça ne poserait pas trop de problèmes. Alors tu peux en parler de ça. Alors, la question de l'anthropocentrisme, hein, est importante, hein, puisque le danger est de faire de l'homme l'être ultime de l'univers. Alors, je suis quand même proche des fois de ce travers, puisque je l'ai dit précédemment, hein, l'homme est le sommet de l'évolution, en tout cas dans l'univers connu, hein, et il a un rôle bien particulier à jouer. Hein, c'est lui qui est l'acteur principal de l'évolution cosmique aujourd'hui. Néanmoins, il est fort probable, hein, cette hypothèse, j'y reviens, hein, qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers. J'en suis assez intimement convaincu, hein, simplement pour une question de probabilité. Hein, cela semble très probable. Donc, il n'y a pas que l'homme qui fait l'expérience de la conscience. Mais surtout, pourquoi l'homme n'est pas la finalité ultime de l'univers? Parce que l'évolution n'est pas finie. L'évolution ne s'arrête pas à l'homme, au petit individu que l'on est, toi, moi, nos auditeurs.
l'évolution va se poursuivre vers une conscience supérieure. Et ça, on va y revenir. C'est là qu'on commence à rentrer dans l'idée de théogonie. Comme le disait Sri Aurobindo, hein, donc un philosophe, poète, yogi hindou, hein, dont je m'inspire énormément, qui avait une théorie similaire à celle que je défends, l'homme est un être de transition. Alors ça me rappelle une citation de Nietzsche, non? L'homme est un pont, c'est ça? Oui, dans le Zarathustra, C'est il le me même. semble. Oui. Bon, c'est le même. Oui, que l'homme est un pont. Hein, il me semble, corrige-moi hein, si c'est ça, que l'homme est un pont vers le surhumain ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais, je crois. Alors je n'ai plus le Oui. texte exact en tête. Non, moi non plus, je n'ai pas une bonne mémoire de citation précise. Mais oui, bien sûr, nous avons cette idée que l'homme va mener à quelque chose de supérieur. Et il va falloir qu'on rentre concrètement hein, dans ces choses-là, parce que là, c'est très abstrait. Mais le sommet de l'évolution n'est pas l'être humain. L'être humain a un rôle à jouer, mais il doit amener quelque chose qui viendrait après lui. Alors quoi peut-être on pourrait le développer dans une autre vidéo, une deuxième vidéo, peut-être. Eh bien écoute, transition parfaite, suspense insoutenable.